Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce matin pour ce webinaire Convergence 2026. Construisons demain consacré aux questions d'immigration. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Claire Degérin-Ricard, avocate spécialisée en immigration, qui partagera avec nous son expertise et répondra à vos questions sur un sujet essentiel pour de nombreux Français de l'étranger. Merci à chacun d'être présent pour ce moment d'échange et d'information. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Cynthia Ajar, représentante des Français de l'étranger, élue en 2021 et tête de liste Convergence 2026. Merci Claire, vous m'entendez bien? Oui, Merci à toutes et à tous d'être là. C'est comme d'habitude un plaisir de vous accueillir. Donc ce moment d'échange sera l'occasion d'aborder ensemble les enjeux, les évolutions, les perspectives liées à ce sujet essentiel qu'est l'immigration. Je rappelle que la liste Convergence 2026 a été construite avec conscience, avec des profils déjà présents dans la circonscription, des profils qui ont déjà, des personnes qui ont déjà fait leurs preuves, qui vous ont déjà représenté et qui continueront à le faire. Ces profils vous ont représenté, ont défendu déjà vos intérêts et ont toujours été là pour vous servir. Donc, je vous demande de voter avec conscience, s'il vous plaît. Merci beaucoup et je laisse la parole à Maître Claire Degérin. bonjour à tout le monde. Peut-être bonsoir pour certains d'entre vous qui sont en France. Donc, je vais vous faire une petite présentation au niveau des différents sujets d'immigration et aborder brièvement le contexte actuel, hein, comment l'administration actuelle voilà les tendances du moment. Et puis ensuite, je vous laisserai un petit peu, pas mal de temps pour poser vos questions. Et pour ceux qui nous réécoutent plus tard, eh bien, vous pourrez nous envoyer vos questions séparément. Donc, je vais commencer par les visas disponibles pour les entrepreneurs. Considérant qu'en fait, une majorité des Français qui cherchent à venir s'installer aux États-Unis vont explorer une de ces voies. Donc, pour les Français qui cherchent à venir s'installer aux États-Unis ou qui sont aux États-Unis actuellement sur un autre type de visa, un visa en tant qu'employé et qui veulent ensuite démarrer leur propre business, il y a trois options. L'option de préférence de la majorité d'entre vous reste soit le visa E1, soit le visa E2. Le visa E1 s'adresse vraiment à des activités qui vont être des activités d'import-export, que ce soit de services ou que ce soit de produits. De commerce. Hein. Si vous importez, vous exportez des antiquités ou de la brocante française vers les États-Unis ou des produits de beauté ou des vêtements, etc. Ou bien ça peut être aussi des services, hein, des services comptables, des services d'agences de voyage, etc. ou tomber dans le visa E1. Le visa E2 va vraiment s'adresser plus à des personnes qui vont créer un business et qui vont grandir une équipe et développer une activité sur place aux États-Unis. D'accord? Donc, on peut bouger au prochain slide. Voilà. Donc, le visa E1, comme je vous disais, donc c'est vraiment import-export, des activités d'import-export entre les deux pays, donc entre la France et les États-Unis. OK? Il y a beaucoup de compagnies, pour vous donner un exemple, comme je vous disais, des brocantes françaises qui sont mises dans des containers en France et puis qui arrivent aux États-Unis, qui sont revendus sur les grands
champ de foire au Texas, ça peut être des produits de beauté, ça peut être, peu importe, des voitures, des services comptables, des services de voyage, etc. Il faut juste montrer suffisamment d'activité pendant au moins une année pour ce visa-là. Passons au visa E2, prochaine page de slide. Le visa E2, alors là, on tombe plus dans des personnes qui ont envie de venir développer une activité sur place aux États-Unis. Soit ils vont racheter un business existant, hein, donc vous rachetez un restaurant, vous rachetez une entreprise américaine, peu importe l'activité au final. Et très important, il faut que vous ayez un minimum de ownership de la compagnie. Il faut que vous déteniez au minimum 50% des parts de la compagnie. Il vous faudra montrer un investissement. Hein, donc, soit si vous rachetez une compagnie, le rachat du fonds de commerce, soit si vous démarrez une compagnie de zéro, hein, vous voulez démarrer un business, une nouvelle activité, eh bien, il vous faudra transférer des fonds des États-Unis vers la France, de la France vers les États-Unis, pardon. Vous pouvez aussi avoir le cas des startups dans la tech qui ne vont pas nécessairement transférer des fonds de la France vers les États-Unis, mais qui vont recevoir des fonds, souvent dans un safe agreement. Et donc, à partir du moment où on montre que les fonds n'ont pas de strings attached, donc les fonds sont à la disposition de l'entrepreneur et qu'il n'y a pas d'obligation de remboursement ou eh bien, ces fonds-là peuvent aussi être utilisés pour justifier d'un investissement. Il faudra préparer Alain, il faut passer au slide suivant, la page ah voilà. Donc, il faudra justifier d'un business plan et développer une activité et expliquer que voilà, sous 4 ans, vous allez développer votre activité, créer des emplois, créer des richesses, payer des taxes, etc. Donc ça, c'est un visa que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui parce que c'est un visa finalement qui est très facile à obtenir à partir du moment où vous remplissez les catégories. Actuellement, c'est un visa qui va très vite. On a monté des dossiers dernièrement en moins de 2 mois entre monter le dossier et avoir le rendez-vous. Le consulat des États-Unis à Paris a un nouveau système de rendez-vous qui, franchement, est relativement efficace et les rendez-vous vont très vite. Un autre avantage des visas E1 et E2, c'est que vous pouvez aussi sponsoriser des employés. Alors ça, je reviendrai un petit peu plus loin sur ce sujet, mais beaucoup d'entreprises vont choisir ce visa E1 ou E2 parce qu'ils vont chercher à sponsoriser des visas pour leurs employés. La contrainte, c'est que vous ne pouvez embaucher que des personnes qui ont la même nationalité que votre compagnie, donc qui ont un passeport français, dans le cadre des visas français. OK ? Ensuite, prochain slide. Autre option, vous avez le visa L1A New Office. D'accord ? Donc, si jamais, malheureusement, quand vous prenez des parts dans la compagnie américaine, vous ne pouvez pas avoir 50% des parts au minimum. Eh bien, vous allez être contraint de faire un visa L1A New Office. Donc, le processus est un petit peu le même que pour un visa E2, sauf que ce visa-là devra être soumis au service d'immigration aux États-Unis. Donc, en fait, c'est un visa qui est quand même beaucoup plus lourd à monter et qui revient beaucoup plus cher parce que vous serez obligé de payer tous les frais du gouvernement. Ensuite, l'autre gros inconvénient de ce L1A New Office, c'est qu'il vous sera accordé pour 1 an. Et du coup, ça veut dire que sous moins d'1 an, il va falloir vous préoccuper du renouvellement, de l'extension de votre visa L1. Et ça, c'est très difficile parce que pour pouvoir le faire renouveler,
il vous faudra justifier d'avoir créé des emplois et d'avoir bien démarré l'activité, d'avoir déjà créé des richesses, ce qui n'est pas toujours évident en moins d'1 an. Alors que j'ai oublié de vous le préciser, pour le visa E1 et le visa E2, vous obtenez un visa de 4 ans, ce qui vous donne quand même un certain confort pour développer votre activité. Et ensuite, ça vous laisse le temps aussi de préparer le renouvellement de votre visa. Prochain slide, donc on va parler maintenant des visas disponibles pour les employés que vous allez potentiellement recruter quand vous aurez votre business en place. D'accord? Donc, on a plusieurs options. Il y a l'option du visa H1B, qui est une option assez compliquée parce qu'en fait, il y a une loterie annuelle qui est maintenant au mois de mars qui est très compétitive. Donc, bon, ça, on peut en parler un petit peu séparément. Je pense que ça reste relativement résiduel pour les entrepreneurs, surtout au début. Mais quand vous avez un employé qui rentre dans la loterie, ça peut être une option confortable parce que vous avez 6 ans et que c'est un employé comme ça qu'ensuite vous pouvez facilement sponsoriser pour une carte verte. Vous pouvez faire un visa L1 pour vos employés. Ça peut être un L1A pour des managers ou des exécutives. Ça peut être un L1B pour des employés qui ont des connaissances spécialisées. Encore une fois, ce sont des visas qui sont lourds à préparer, qui demandent énormément de documentation, qui sont très scrutinisés. Donc, il faut vraiment avoir l'option vraiment d'avoir des employés très spécialisés. Alors, on peut avoir de tout dans ces employés-là. Vous pouvez avoir des gens dans la tech, dans le business, dans différents trucs. Nous, on a un gros client en L1 qui est un client brésilien. Ce sont des gros restaurants brésiliens et on fait des L1B pour eux. On en fait vraiment beaucoup pour des chefs qui sont spécialisés dans la cuisson sur des gros barbecues brésiliens de viande. Donc, ce n'est pas uniquement des gens dans la tech. On a en L1B, vous pouvez avoir des gens dans la tech. On a aussi des clients, nous, on a un client français qui sont des constructeurs de ces gros bateaux de croisière. Ils ont beaucoup d'employés en L1B qu'ils envoient dans les différents ports américains où il y a ces gros bateaux de croisière. Donc voilà, donc vous avez ces différentes options. Là, très important, il faut bien comprendre que le visa L1, il faut avoir une activité en France, une activité aux États-Unis et suffisamment d'employés des deux côtés pour pouvoir justifier de maintenir les deux activités. Ensuite, les employés des gens qui sont en visa E1 et en visa E2, eh bien, bon, là, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est un très gros avantage du visa E1 et du visa E2. On a beaucoup de clients qui ne vont jamais passer en carte verte pour rester en E1 ou en E2 pour continuer à sponsoriser des employés français, des employés spécialisés et ou des managers pour venir travailler aux États-Unis pour eux. Donc là, vous avez de tout. Vous avez des entreprises dans la tech, vous avez beaucoup de gens dans l'hospitalité, beaucoup de boulangeries, de pâtisseries, de restaurants, de salons de coiffure, d'instituts de beauté, d'agences de voyage, de tout, de compagnies dans le sport. Il y a beaucoup de compagnies dans tous les domaines sportifs qui sont en visa E1 ou en visa E2 pour maintenir cette flexibilité-là. D'accord? Donc, l'avantage, c'est que votre employé va obtenir un visa E2 comme vous, un visa de 4 ans. Et avantage vraiment très important, c'est que le ou la spouse
du porteur, donc de votre employé, aura un permis de travail, ce qui est non négligeable parce que ce n'est pas toujours le cas avec les autres visas. Ce n'est pas le cas avec un visa H1B, ce n'est pas le cas avec un visa O1, donc c'est un avantage très important. C'est un visa qui est rapide à obtenir, qui est rapide et facile à monter et, qui est envoyé directement, pareil, au consulat des États-Unis à Paris. Vous n'avez pas non plus l'obligation de vivre à 100% aux États-Unis avec ce visa E1 ou ce visa E2. Par exemple, nous, on a on a une entreprise française qui travaille sur les plateformes pétrolières. Ils ont beaucoup d'employés en visa E2 qui sont des techniciens et qui passent leur temps à bouger de plateformes pétrolières dans le monde entier. Et ces gens-là sont en visa E2. Donc, vous n'avez pas non plus l'obligation que vos E2 soient stationnés sur place en permanence aux États-Unis. Ça peut être un peu des commuteurs. OK? On peut passer à la page suivante. Donc, vous avez aussi l'option d'avoir des employés en visa O1A, en visa O1B. Hein. Donc là, ce seront vraiment des gens qui auront un profil vraiment unique et ultra spécialisé et avec beaucoup de visibilité. Alors, vous pouvez être un grand chef américain et vous avez des restaurants étoilés aux États-Unis, un ou des restaurants étoilés, et vous faites venir des chefs français eh bien, vous allez leur faire les sponsoriser sur un visa O1B. Alors, il y a un certain nombre de critères à respecter. Et puis, il faut monter un dossier. C'est quand même un dossier qui prend du temps, qui est assez consistant. Il faut le faire approuver aux États-Unis. Ensuite, il faut prendre un rendez-vous au consulat. Mais parfois, vous n'avez pas le choix que de passer par là, hein, surtout si vous êtes américain ou alors que vous avez une carte verte et que du coup, vous n'avez plus vraiment d'autres visas qui s'offrent à vous. Vous pouvez faire ça aussi avec des employés qui ont des profils plus tech et sciences et business. Et dans ce cas-là, vous allez faire un visa O1 pour ces gens-là. Donc, pareil, ce sont des dossiers qui sont assez consistants, qui prennent du temps. Ça ne s'adresse pas à n'importe quel profil. Il faut vraiment montrer il faut remplir un certain nombre de critères. Et voilà, ce sont des visas sur 3 ans qui peuvent être étendus ensuite dans le futur. Et souvent, ces gens-là, quand ils ont la chance d'arriver avec un visa O1A ou O1B, ils ont souvent, en fait, ensuite, plus de facilité pour passer en carte verte. Ensuite, il y a le visa J1 que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est le visa pour les gens qui viennent faire des stages. Que ce soit des jeunes donc, qui viennent de terminer leurs études ou des personnes qui ont déjà un peu travaillé et qui veulent un peu s'exposer au marché américain. D'accord? Bon, ensuite, le dernier, là, on l'a déjà exposé plusieurs fois. Ensuite, alors, la carte verte. Donc, je pense qu'on va passer directement à la carte verte, celle que j'appelle le tapis rouge, parce que la carte verte des H1B, voilà, que vous sachiez, il existe un processus qui est vraiment spécifique au H1B, qui s'appelle la PERM. C'est très spécifique, de moins en moins, c'est recommandé. C'est un processus qui est devenu très long et qui est devenu très compliqué, très scrutinisé par le gouvernement. Donc, beaucoup de gens vont éviter ce processus-là. Donc, on va parler de ce qu'on appelle le tapis rouge pour la carte verte. Donc là, soit vous êtes sur un visa O1 et en général, vous avez un chemin qui est déjà bien tracé vers une de ces options-là, ou même si vous êtes sur un visa L1A. Mais sachez aussi que si vous êtes en E2 ou en H1B ou sur un autre type de visa, vous avez peut-être aussi une option de EB1A ou de EB1B ou de EB1. Voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment de règles ou même de EB1C. Vous n'avez pas d'obligation d'être auparavant en O1. Nous, on l'a fait un nombre de fois incalculable. Et si le dossier est là, si les éléments sont réunis, il n'y a pas de raison. D'accord? Ensuite, donc le prochain slide, le National Interest Waiver. Bon, donc là,
c'était une option qui était vraiment très facile il y a quelques années, pendant un petit peu la période du Covid, qui est devenue beaucoup plus difficile aujourd'hui. Ce qui est très important pour le National Interest Waiver, c'est vraiment de comprendre qu'il faut remplir le national interest des États-Unis et pas un private interest. Donc, si vous dites, ah ben tiens, moi, ça va être un national interest, je suis pilote d'avion, il manque de pilotes d'avion actuellement aux États-Unis, et en fait, c'est dans l'intérêt des États-Unis d'avoir plus de pilotes. Non, c'est pas un national interest, c'est un private interest. C'est vous faites plaisir à qui? Vous faites plaisir à Southwest ou à Delta, mais le gouvernement américain, il s'en fiche. Donc, de montrer un national interest, vraiment, c'est vraiment, vous allez montrer, bon ben voilà, je suis un chercheur en cancérologie et en fait, effectivement, je vais apporter ça au pays. Ça peut être aussi, je suis un entrepreneur, j'ai des entreprises de food manufacturing à différents endroits aux États-Unis. J'ai 3, par exemple, entreprises, on produit de la nourriture et je crée des emplois. J'ai à peu près au total 300 employés. Oui, effectivement, il y a un national interest. Vous pouvez aussi créer des emplois dans des zones rurales, hein. Et donc là, voilà. Donc en fait, ça, la grande difficulté de ce national interest, enfin à mon avis, ce que je trouve, c'est de bien définir le national interest. Le reste, en général, c'est plus facile qu'un visa, qu'une carte verte en EB1. Alors, Alain et Cynthia m'ont conseillé de parler aussi du renouvellement des visas. Donc, pour les différents visas, effectivement, donc vous avez l'option à un moment donné, de renouveler. Ce qui va être important, quel que soit le type de visa, c'est de montrer une progression depuis depuis l'obtention de votre visa. Donc, si vous êtes en visa E2, ben, de montrer que vous avez créé des emplois et que vous avez créé des richesses. Si dans votre dans votre business plan, vous avez dit, oh, on va créer 50 emplois et là, mais qu'au final, vous n'en avez pas 50, ce n'est pas toujours très grave. Il suffit d'expliquer. D'accord? Voilà. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de montrer que vous avez progressé par rapport au jour où vous êtes arrivé et que vous avez continué dans la lignée pour laquelle vous avez obtenu un visa. Si vous êtes en visa O1, c'est pareil, que vous avez continué à travailler dans votre industrie, que vous avez continué à travailler votre exposition dans votre industrie, vous avez continué à progresser dans votre industrie. Pour le visa H1B, il n'y a rien de tout ça. Pour renouveler un visa H1B, il suffit que votre employeur ait encore envie de vous embaucher. Voilà. Et pour le L1, eh bien pareil, il faudra montrer que vous avez créé des emplois en tant qu'employeur, hein, que vous avez progressé, vous avez créé des richesses, etc. Si vous êtes un L1 employé, c'est comme pour le H1B, de montrer que vous avez… Oh, je crois que j'ai vraiment dépassé mon temps, hein. Il faut que je m'arrête. Non? Non, non, c'est pas grave, continue. Je continue. Non, mais je peux m'arrêter et prendre des questions, puis comme ça, j'élaborerai par rapport aux questions. Chouette. Je crois que j'ai trop parlé. Ce n'est jamais trop en barre d'immigration. Ouais, je peux y aller. Bon, après, ce que vous m'aviez demandé aussi de dire et que je n'ai pas du tout dit, c'est bon, l'approche actuelle de l'administration. Alors, bon, après ça me concerne moi. Au niveau des visas non-immigrants, hein, donc des visas temporaires, sincèrement, je n'ai pas noté de différence majeure, d'accord? Effectivement, il y a eu des années où c'était plus souple que d'autres. Là, je dirais qu'on retourne à des années où voilà, les officiers font plus attention, donc c'est un petit peu plus strict que ce que ça a pu être pendant ces dernières années. Mais on va dire qu'on revient aux années avant Covid. Mais honnêtement, les visas temporaires sont encore largement approuvés. Par contre, là où c'est beaucoup plus strict, c'est pour les gens qui ont eu des problèmes. Donc, par exemple, si vous avez eu des problèmes de overstay, hein, si vous êtes venu en ESTA et plutôt que de retourner dans vos 90 jours, vous êtes resté un petit peu plus, alors là, franchement, c'est beaucoup plus difficile que par le passé.
Si vous avez eu aussi des problèmes, si vous avez eu des problèmes de criminal charge, il y a 20 ans de ça, vous avez eu une possession de marijuana, même si c'est des tout petits montants, parce que vous êtes dans le droit fédéral et que le droit fédéral continue de ne pas, continue de considérer que c'est une offense criminelle, vous aurez des problèmes, ou si vous avez battu votre conjoint, ou si vous avez quoi que ce soit, où c'était un petit peu plus souple ces dernières années, c'est redevenu très strict, même parfois pour un DUI. D'accord? Voilà. Pour les cartes vertes, je pense qu'il y a un resserrement. Je pense que autant ces dernières années, par exemple, le National Interest Waiver permettait à plus ou moins à quasiment tout le monde d'obtenir une carte verte, c'est plus le cas aujourd'hui. Même pareil pour les EB1, il y a un resserrement aussi. Mais sinon, tout ce qui est visa E2 et visa O1, je trouve que le flux est proche de ce qu'il était, ce qu'il a toujours été, quoi. Le visa, surtout les visas E, les visas d'investisseurs E1, E1 et E2, franchement, et même pour les renouvellements, il n'y a pas. À partir du moment où vous avez un dossier qui tient la route, il n'y a pas, voilà, j'ai rien constaté de différent. Voilà, je m'arrête. Sandra, avons-nous des questions? Oui, c'est Inès qui devait les lire. En fait, je suis en train d'en écrire. Inès, tu veux bien prendre la main, s'il te plaît? En fait, je veux bien je veux bien te prendre la main. C'est bizarre parce que j'apparaissais sous ton profil, Sandra. Je veux bien prendre les questions. Alors, en fait, Claire, il y a une question. Peut-on passer du E2 à la green card directement? Ben, si vous avez un dossier, pourquoi pas? Si vous avez un dossier de carte verte, c'est-à-dire que si vous remplissez si vous remplissez les conditions pour une des options de carte verte, oui, oui. Ok. Il n'y a pas de passage direct d'un visa vers une carte verte. Ça n'existe pas. Je crois qu'il n'y a clair que pour les gens de la Banque mondiale. S'ils ont passé 20 ans ou 25 ans aux États-Unis sur leur visa à eux, ils ont droit à demander une carte verte. Il n'y a guère que pour eux. Ok. Alors, j'ai une autre question. Quel est le délai en ce moment pour obtenir l'autorisation de travail du conjoint et aussi pour les classes de visa principales O1, L1 et E2? Alors, tout dépend en fait pour le permis de travail. Si votre conjoint est en visa E2 ou E1 ou L1, c'est quasi automatique. Quand vous arrivez aux États-Unis, il faut bien vérifier que sur votre I-94, vous avez eu le S de spouse. Vous obtenez votre Social Security Number et vous pouvez commencer à travailler. Le visa O1, le spouse, n'a pas de permis de travail. Donc, la question s'arrête là. Et le H1B, c'est pareil. Donc voilà, il n'y a pas de délai. Ok. Merci Claire. Alors j'ai une autre question pour le L1A New Office. Pourquoi qualifies-tu de Least Interesting Choice? Quels sont les risques les plus fréquents lors du scrutin du scrutiny USCIS? Alors, donc pourquoi est-ce que je considère que c'est le choix le moins intéressant pour un Français, hein? Parce que évidemment, si vous êtes un citoyen d'Inde ou de Chine, vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé de faire un L1A New Office parce que votre pays n'a pas de traité bilatéral avec les États-Unis pour faire un visa E2. Donc le visa E2 est basé sur un traité bilatéral entre la France et les États-Unis pour un petit peu faciliter les échanges d'entrepreneurs. Donc, le L1 est beaucoup plus rigoureux, c'est beaucoup plus de documentation, c'est beaucoup plus de temps à passer sur un dossier. Ça va vous revenir beaucoup plus cher parce que vous allez avoir tous les frais du gouvernement que vous allez devoir payer
qui sont relativement élevés. Et vous allez devoir envoyer votre dossier au consulat, enfin, au service d'immigration aux États-Unis. Et ensuite, il vous faudra prendre un rendez-vous au consulat des États-Unis. Donc, au final, c'est un processus qui est beaucoup plus long. Et ensuite, dans la majeure partie des cas, ce sera un visa de 1 an. Alors que, par exemple, le E2 ou le E1, c'est un visa de 4 ans. Donc, ça veut dire que sous moins de 1 an, sous quasiment 9 mois, il vous faudra vous préoccuper du renouvellement du visa L1. Et pour que votre L1 soit renouvelé, il faudra montrer que vous avez fait du recrutement et que vous avez bien progressé commercialement dans votre compagnie, ce qui n'est pas toujours évident d'arriver à démarrer une activité aussi vite. Alors, ce que vous pouvez savoir aussi, c'est que vous pourriez choisir de faire un L1, New Office, et au moment du renouvellement, c'est un peu léger. À ce moment-là, vous pourriez tenter de passer sur un autre visa. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le track du L1. Vous pourriez passer, par exemple, sur le E2 ou sur un O1, sur autre chose, d'accord? Mais sachez que voilà, le problème du L1, sincèrement, c'est ça. Moi, les L1 New Office, j'en fais quasiment jamais pour des Français, à moins qu'ils soient dans un setup où vraiment ils rachètent un business, qui soit un business implanté aux États-Unis, dans lequel ils ne peuvent pas avoir la majorité, ils ne peuvent pas avoir au minimum 50%, 50% étant la majorité pour un visa E2. Voilà, donc du coup, dans des cas comme ça, eh bien, on passe sur un L1 New Office. Ok, merci Claire. Alors j'ai une autre question sur le H1B avec le quota de 85 000 et la loterie. Quelles alternatives recommandes-tu en cas d'échec au tirage? Ah, ça, c'est une bonne question, hein. Bon, alors, eh bien, si vous avez la chance de connaître des entreprises françaises en visa E2, et d'ailleurs, c'est un truc qui est assez regrettable parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de registre maintenu par les chambres de commerce franco-américaines ou par les différents consulats, etc., des différentes entreprises françaises en visa E2 aux États-Unis. Donc, vous pourriez, si vous connaissiez une entreprise française en visa E2 qui cherche des profils comme le vôtre, vous pourriez les contacter et cette compagnie pourrait vous faire un visa E2 d'employé spécialisé. D'accord? Ensuite, il reste des visas résiduels, il reste le visa J1. Donc, si les entreprises sont intéressées et que vous n'êtes pas passé dans la loterie du H1B, vous pouvez faire un J1. Les entreprises, si vous avez travaillé pour ces compagnies-là à l'étranger, vous pourriez faire un L1. Mais malheureusement, il n'y a pas énormément d'options. Vous pourriez aussi vous inscrire et reprendre vos études aux États-Unis. Il y a des options, soit des options en fin de programme. Vous avez un OPT, donc un permis de travail, qui peut être de 1 an ou de 3 ans. Soit vous avez aussi certaines options où vous pouvez faire part-time études et part-time travailler. Ça s'appelle un CPT. C'est rarement dès le premier semestre, mais ça peut arriver à partir du deuxième semestre. Ok, Vous pourriez merci. aussi avoir un visa O1 en tant qu'employé. Il faudrait remplir un certain nombre de conditions et vous pourriez aussi explorer vos options pour faire un visa O1. Ok. J'ai une autre question. Faut-il attendre d'avoir le H1B en main avant de lancer le processus PERM? Non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien le faire parce que la PERM, c'est une offre future d'emploi. Donc, même si vous êtes en J1, vous pouvez lancer ce processus-là. Mais bon, aujourd'hui, ça met quasiment 3 ans, parfois plus. Donc, comme le J1, c'est une option en général de 1 an ou de 18 mois, il vous faudra trouver une autre solution, puisque de toute façon, la PERM étant une offre future d'emploi, c'est soit vous retournerez en France, soit il vous faudra trouver un autre type de visa pour le temps restant. Merci beaucoup Claire. Et alors j'ai une dernière question. C'est très pointu tout ça. Sur le O1, quel type de preuves sont les plus convaincantes pour le O1B? Art, entre parenthèses.
Pour un artiste. Ouais. Ok. Eh bien, bon, moi, enfin, voilà, ce que moi je considère dans ma practice, que je veux absolument voir, c'est, il faut montrer que vous avez eu un rôle lead or critical pour des établissements et ou des productions, des événements. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Ensuite, il va vous falloir des... donc ça, comment est-ce que vous allez le prouver? Vous allez le prouver avec vos contrats de travail, avec différentes preuves, différents documents qui montrent qu'effectivement, vous avez eu un rôle principal, vous avez eu des, je ne sais pas quel type d'artiste vous êtes, mais si vous êtes un artiste peintre, par exemple, bon, ben, que vos œuvres ont été présentées dans des différentes expositions, dans des galeries d'art qui ont pignon sur rue, ou dans des expositions, ou dans des shows, dans des ambassades, ou dans des établissements, ou que vous avez une œuvre qui est présentée dans l'entrée je ne sais pas moi, d'un grand bâtiment très connu. Il vous faudra des lettres de recommandation de différentes personnes qui peuvent attester de votre talent. Vous pourrez avoir de la presse, hein, des articles de presse qui parlent de vous. Vous pourriez avoir aussi montré qu'en fait, vous gagnez bien votre vie grâce à votre domaine artistique. Donc ça. Bon, après, pour les visas O1B, le mieux, en général, c'est vraiment au cas par cas. Parfois, il peut y avoir aussi des preuves auxquelles vous ne pensez pas. Et quand on va communiquer et discuter avec vous, on va vous dire, bon, ben si, voilà, ça c'était un élément important. Donc, on va le mettre en valeur, etc. Donc là, il faut établir une stratégie pour le développement du dossier. Alors, en fait, j'ai d'autres questions qui se... Ouh là là. Voilà, ça suscite énormément de questions, mais c'est vrai que c'est un sujet plus que d'actualité. Alors, j'ai une question. Peut-on renouveler indéfiniment les visas E1 et E2? Eh bien alors, oui, tant que vous remplissez les conditions du renouvellement, pourquoi pas, hein. Et les conditions du renouvellement, bah, pour le visa E1, c'est que vous mainteniez votre flux d'import ou d'export. Et pour le visa E2, bah, c'est que l'activité, le business continue d'exister, de progresser, de recruter et de créer des richesses. Ok, alors pour le visa E2 investisseur, je pense que je connais la réponse, mais le montant minimum de 125 000 $ est-il fixe ou dépend-il du type d'entreprise? Oui, bon, bah, il dépend du type d'entreprise et il dépend aussi d'exactement quelle va être votre activité. Donc, si vous rachetez un fonds de commerce qui coûte à peu près 75 000 $, votre montant d'investissement sera là. Donc, en fait, tout ça, pareil, c'est pas un montant fixe, c'est un montant qui, voilà, qui est Dépend du business. voilà. Donc, si l'entreprise échoue après 2 ans, que devient le statut E2? Alors, ça, c'est une très bonne question et ça, c'est un élément auquel il faut faire très attention en permanence. Donc, votre visa E2 vous a été accordé et c'est pareil pour le visa E1 pour maintenir une activité, d'accord, pour travailler pour votre entreprise et pour développer votre activité. Imaginons que, et d'ailleurs, ça s'applique aussi à des employés, d'accord? Imaginons que l'activité ne fonctionne pas du tout et qu'au final, les choses ne se passent pas comme prévu. Ben, dans des cas comme ça, malheureusement, vous devez faire vos valises et rentrer à la maison. Et si vous êtes un employé, si vous vous faites virer, si les choses ne se passent pas comme prévu, si vous ne travaillez pas, eh bien, vous faites vos valises et vous rentrez à la maison. Cependant, bon, ben, vous pourriez très bien être arrivé avec un visa E2 en disant, bon, ben voilà, je vais vendre des fleurs, etc. Et puis tout d'un coup, en arrivant sur place en Californie, vous allez vous dire, oh là là, des marchands de fleurs, franchement, il y en a à tous les coins de rue, je ne vais plus faire ça. Mais par contre, j'ai eu une super idée, je vais importer, j'en sais rien, du fromage français. OK? Eh bien, là, vous avez aussi l'option
de passer sur un autre type de visa. Ou même, hein, vous êtes venu avec un visa d'investisseur et puis tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui vous dit, eh bien, la réalité, elle est là, j'adore la façon dont tu fais tes bouquets, etc. Tu as un talent exceptionnel, on peut vous faire un visa O1, je vais vous embaucher. Bon, ben, dans des cas comme ça, on peut switcher sur un autre type de visa, d'accord? Il faut faire juste attention, voilà, il ne faut pas rester indéfiniment sur un visa quand vous ne travaillez pas, d'accord? Il existe un délai raisonnable que moi, j'estimerais être de 60 jours pour pouvoir switcher d'une activité vers une autre. Vous pourriez switcher vers un autre visa E2 aussi. Et dans ce cas-là, à évaluer, est-ce que vous êtes obligé de repasser par le consulat ou est-ce qu'on a juste à prévenir les services d'immigration? Ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on évalue en one-on-one avec votre avocat. Ben écoute, merci beaucoup Claire. Je crois que c'était la dernière question. En tout cas, c'était fort, c'était vraiment très intéressant de t'entendre sur cette problématique. Et c'est vrai, dans le contexte actuel, encore plus. C'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions. Et puis, il y a peut-être moins d'arrivées aussi, je pense, en ce moment, par rapport aux années précédentes. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Donc, je ne sais pas qui veut dire le mot de la fin. Je peux faire un tout petit commentaire par rapport à ce que tu viens de dire. Je ne vais pas dire le mot de la fin, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait moins d'arrivées que par le passé actuellement. Au niveau des visas temporaires, le flux, je dirais, reste relativement constant. Il y a beaucoup de gros investissements qui se passent. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui se sont installées aux États-Unis. Et je ne pense pas en fait qu'il y ait un ralentissement. Il y a peut-être un ralentissement au niveau des cartes vertes parce qu'effectivement c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui, mais pour les visas temporaires, je ne constate pas à titre personnel un ralentissement des arrivées, au contraire. D'accord, bah, tant mieux. C'est peut-être en fait l'impression d'avoir moins de famille, tu vois, c'est peut-être ça, moi, le sentiment en fait que j'ai. Mais toi, tu dois voir effectivement Non, il y en a complètement autant que d'autres. par avant, il y en a autant que par le passé, il y a beaucoup de familles. Non, je ne suis pas nécessairement d'accord. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de... Alors effectivement, la presse relaie beaucoup d'informations un peu alarmistes, mais réellement, enfin, nous, on peut pas, nous, on a même recruté 2 personnes de plus cette année, donc je pense pas je suis pas d'accord pour dire qu'il y a un ralentissement des. D'accord, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Continuez de venir, tout va bien. Merci beaucoup, Claire. Voilà, au revoir. Merci beaucoup, Claire. Mille merci. Merci Claire. Tu voulais dire quelque chose? Alain, on t'entend pas. Tu voulais dire quelque chose? Ben non, 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 c'est effectivement c'est un sujet qui est extrêmement important pour l'ensemble des Français qui viennent ici et c'est un sujet qui est toujours plus compliqué, plus complexe que ce qu'on peut imaginer a priori et donc c'est toujours très très intéressant de pouvoir comprendre le détail de certains visas et certaines façons de les avoir et les difficultés qui sont liées à chaque classe. Donc, merci beaucoup, Claire, pour ces différentes informations. Et je te laisse le mot de la fin, Cynthia. Je voulais te remercier une fois de plus, Claire, d'avoir accepté de nous offrir de ton temps. Et merci Alain, Claire, Inès et Sandra et à toutes et à tous d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.